Retour sur ce plateau, nous retrouvons les invités pour la suite du débat. Nous restons toujours en Afrique du Sud pour un dernier tour de table. Avant d'aller sur la question de la République démocratique du Congo, je reviens à vous, Eric Johnson. Les États-Unis estiment que armer les Russes est extrêmement grave et fondamentalement inacceptable. Que doit-on y comprendre réellement? Oui. Aujourd'hui, vous savez, les États-Unis constituent le premier soutien à l'Ukraine dans cette guerre. Et donc, les États-Unis font beaucoup d'efforts pour que l'Ukraine puisse gagner ou quand même garder son territoire. J'avoue que les États-Unis, il y a quelques jours encore, quand l'Angleterre a envoyé, le Royaume-Uni a envoyé des armes de longue portée à l'Ukraine, les États-Unis ont été catégoriques en disant « nous ne voulons pas que les armes que nous fournissons à l'Ukraine atteignent le territoire russe ». Ça veut dire que c'est un effort de protection de l'Ukraine. Et donc, lorsque un pays fournit des armes à la Russie, cela voudra dire que ce pays-là veut que la Russie gagne et que la Russie détruise totalement l'Ukraine. Et donc, par conséquent, pour les États-Unis, cela constitue une faute grave du moment où, vous savez, dans le concert des nations, les gens, pour la plupart, n'ont pas compris ce qui s'est passé pour que la Russie attaque aujourd'hui l'Ukraine. Et donc, quand vous regardez un peu les destructions faites dans ce pays-là, franchement, c'est inhumain. On ne peut pas se dire des États qui veulent construire et vont encore détruire. Non, je pense que les États-Unis sont dans la posture de protectionniste de l'Ukraine. Alors, donc, que comprendre de cette déclaration extrêmement, fondamentalement inacceptable, le fait qu'on arme les Russes, ça veut dire quoi? Pour les États-Unis, c'est inacceptable. Pour le bloc occidental, tous ceux qui soutiennent l'Ukraine. Et pourtant, effectivement, eux, ils arment aussi l'Ukraine. Justement, c'est ce que nous disons. Est-ce que tout le monde doit voir dans la même direction? Non, justement pas. Mais il faut, les gens se disent aujourd'hui, il faut que cette guerre-là finisse. Que cette guerre-là. Et on continue quand même d'armer. Il faut armer pour que l'Ukraine puisse garder quand même son territoire. Parce que on arme et puis on demande que la guerre finisse. Merci en tout cas. Eric Johnson, bon enfant Bowie, armer les Russes est extrêmement grave, fondamentalement inacceptable. Qu'est-ce que vous y comprenez? Ben, ça dépend de celui qui a déclaré. C'est les États-Unis en tout cas. Oui, c'est pourquoi je dis que ça dépend. Parce que il se voit qu'en armant, par exemple, la Russie, c'est eux qui ont utilisé le mot grave. C'est-à-dire qu'ils savent que l'armement que la Russie possède déjà, et en ayant encore, parce que Eric Johnson l'a dit tout à l'heure, que tout le monde se cherche, parce que la guerre peut perdurer dans le temps. Donc tout le monde va faire quoi? Va s'approvisionner pour que d'un jour à l'autre, qu'il ne soit pas en déficit d'armes pour pouvoir aller en guerre. Donc cette déclaration aussi veut dire que la Russie aussi, quel que soit le cas, peut s'approvisionner de partout. Vous comprenez? Maintenant, quand les États-Unis font cette déclaration, ça veut dire que vous croyez que les États-Unis aiment les Ukrainiens? Ils sont en train de protéger les Ukrainiens. Pourquoi? L'Ukraine n'est pas les États-Unis. Mais ce n'est pas la force de la diplomatie qui a fait que les États-Unis se lèvent aujourd'hui pour protéger l'Ukraine, en ayant en tête que la Russie est en train de la détruire. C'est comme ça. Et aujourd'hui, je plante toujours. Et qu'est-ce qu'on comprend finalement? Vous avez posé la question à Johnson qui dit qu'on ne peut pas vouloir construire quelque chose en voulant la détruire encore. Mais vous comprenez avec moi que certains pays occidentaux, fournissent encore des armes au belligérant. C'est compris, non? En quoi pour l'Afrique du Sud va permettre à créer des scandales? Ce n'est pas bon. Il faut que ces pays européens-là cessent de fournir des armes au belligérant. Parce qu'on fournit les armes à l'Ukraine pour faire quoi?
pour détruire la Russie. Non, pour se protéger. Pour se protéger, normalement. Pour te dire, maintenant, est-ce que l'Allemagne avait fait rentrer les chars là? Non, mais les chars là sont en Ukraine. Mais on leur a dit de ne pas en faire usage. Mais quand ça va arriver à quelque part, les hommes qui sont là-bas vont faire quoi? Ils vont en faire usage. Aujourd'hui, il ne faut pas comprendre ce que les États-Unis disent. Aujourd'hui, je sais que les États-Unis protègent non seulement l'Ukraine, mais ses intérêts. Et il sait que l'Afrique du Sud, au lieu de passer par la police pour payer les armes aux États-Unis, on paie ça en Afrique du Sud. C'est ça qui ne me plaît pas. Ah bon. Moi, je proclame et je clame fort qu'aujourd'hui, c'est de l'honneur pour moi de dire qu'un pays africain fabrique a pu vendre des armes à la Russie, qui n'est pas un pays moindre. Merci beaucoup, bon enfant Boris. Jean Komitala, qu'est-ce que vous y comprenez? Vendre des armes aux Russes, excusez-moi, c'est extrêmement grave et fondamentalement inacceptable. Oui, grave en ce sens que c'est l'humanité qui est en train d'être détruite. Grave en ce sens que c'est une perte encore en vie humaine, en vie matérielle et tout. Mais au-delà de ces considérations, il faudrait aussi que les hautes puissances là, puissent plutôt privilégier la voie de la réconciliation entre ces deux pays. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui nous dire avec... Donc, vous savez pourquoi la SDN a échoué? La SDN a échoué parce qu'elle n'a pas eu quand même le sens, le flair de pouvoir donc négocier les États qui étaient en guerre. Et donc, c'est pourquoi la SDN a échoué. Et puis, on a mis en place les Nations Unies. Et donc, moi, je pense en réalité qu'il faut forcément que les Nations Unies, l'ONU puisse se mettre au contrôle de tout ce qui se produit pour que nous ne puissions pas se retrouver dans des scènes qui pourront donc faire sombrer toute l'humanité. Parce que ce qui se passe en Ukraine, en Russie et tout, forcément a beaucoup de répercussions dans un pays comme le Togo ou quelque part à Mandoury. Je crois qu'il faut privilégier la voie de la réconciliation. Ça ferait la troisième guerre mondiale. Et donc pour vous, ce n'est pas seulement armer la Russie qui est extrêmement grave. L'essentiel, c'est qu'on ait un dialogue et qu'on mette fin à la guerre. Dialogue et qu'on trouve vraiment un consensus entre les deux pays. Merci beaucoup à vous. Nous abordons donc le sujet sur la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi remet en question l'efficacité des forces de la communauté est-africaine. Le président sud-africain, en visite au Botswana, a fustigé les pays de la communauté est-africaine qui ont déployé des forces pour stabiliser l'est de la RDC, laissant entendre que les troupes pourraient partir d'ici fin juin. Félix Tshisekedi s'inquiète d'une certaine cohabitation entre les rebelles et la force déployée dans l'est de la RDC. Pour lui, la force ne respecte pas son mandat, mais se contente plutôt d'être une force d'interposition au lieu d'être une force de maintien de la paix. Finalement, on ne comprend plus trop. On nous avait annoncé que c'était une force d'interposition. Apparemment, c'était seulement pour les pays membres de la communauté EAC. Pour la République démocratique du Congo, ça devrait être une force peut-être offensive ou qui permet de bouter hors de leur territoire les rebelles qui sont dans l'est de la République démocratique du Congo. Comment en est-on arrivé là pour ne pas trouver même le mandat de la force qui devait venir en RDC? Finalement, la force est là depuis décembre et c'est maintenant qu'on se rend compte que la force est plutôt une force d'interposition au lieu d'être autre chose. Éric Johnson. Mais il faut que ces forces-là soient sur le terrain, qu'elles travaillent pour qu'on sache réellement ce qu'elles sont en train de faire. Est-ce que cela ne devrait pas peut-être fait avant que la force ne soit déployée? Qu'on sache quel est le mandat qu'on attribue à la force avant de la déployer? Oui, le mandat, c'est une force d'interposition. Ce que rejette Félix Tshisekedi. Tshisekedi, oui. Il faut un peu remonter à l'histoire. Hein. Pourquoi il y a ce conflit-là en est de la RDC? Vous vous rappelez du génocide de 1994, où il y a eu beaucoup de Hutus qui ont fui le Rwanda pour se réfugier à l'est de la RDC. Également, il y a eu ce conflit au Burundi, où il y a la guerre de leadership et tout ça, qui a également conduit encore les Hutus à se réfugier en RDC. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une guerre qui se présente comme étant un retour de ce génocide-là entre les Hutus et les Tutsis. Parce que le M23 est essentiellement composé de Tutsis. Et donc, le Burundi
le Kenya, l'Ouganda ont aussi des communautés Tutsi. Et donc, quand ces forces-là arrivent, parce que moi, je n'ai pas compris la raison pour laquelle on avait même laissé cette force de l'Afrique de l'Est arriver en RDC comme étant une force qui devrait bouter dehors les rebelles du M23. C'est pas seulement les rebelles du M23. Et ils sont à peu près 3 groupes là-bas. Et Codeco. Oui, vous parlez des forces, des groupes armés dans l'Est de la RDC. Ok, d'accord. Qui font beaucoup de mal. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe, vous imaginez quelqu'un, je donne un exemple, hein, c'est pas véritablement cela, mais je dis un Tutsi qui arrive, qui est en face d'un autre Tutsi, qui est rebelle. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer des mots. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, quand Tshisekedi est en train de se poser des questions sur l'objet même de cette force-là, visiblement, il a raison. Parce que quand vous regardez un peu ce qui se passe, logiquement, avec ces forces-là qui sont déployées, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, mais logiquement, les rebelles devraient au moins arrêter de continuer par tuer les populations civiles. Déjà, avec cette guerre-là, 600 000 déplacés, plus d'un millier de morts, etc. Vous comprenez que cette guerre-là à l'est de la RDC est encore plus fratricide que ce que l'on pourrait imaginer. Et donc, Tshisekedi s'inquiète. Mais est-ce que Tshisekedi pourra faire en sorte que ces forces-là quittent en juin comme il le dit? Le mandat devrait finir en juin. On va relancer le débat et on verra bien s'il accorde son soutien pour que ces forces-là restent. Alors moi je m'inquiète toujours, comment en est-on arrivé là si on ne s'était pas accordé sur le rôle, clairement accordé sur le rôle que devrait jouer cette force avant de la déployer dans l'est de la RDC. Officiellement, on nous avait annoncé que c'était une force d'interposition qui n'avait pas à s'impliquer dans la guerre. Mais voilà, Félix Tshisekedi qui fustige la même force aujourd'hui, c'est lui qui l'avait soutenu, c'est lui qui les avait accueillis dans l'est de son pays. Bien, au fait, quand nous sommes dans cette affaire de pays africains, moi, ça me plaît parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous africains. Vous savez, ce qui se passe entre-temps, c'est quoi? C'est que... Et demain, ce sera la même chose. Lorsque vous êtes en problème, vous avez des problèmes, et vous êtes en face des gens qui pourraient te proposer des solutions, si tu ne sais pas faire, tu seras obligé d'accepter tout. Aller trop vite en besogne. Toi, ton problème, c'est qu'on n'a qu'à tout faire pour trouver des solutions. C'est ça qui avait fait que... C'est ce qui a fait que Félix Tshisekedi a accepté cette force. Quand j'analyse les choses, je ne sais pas pourquoi on ne devrait pas s'asseoir pour définir correctement le mandat de ces forces avant de le déployer. C'est aujourd'hui que celui qui soutenait, celui qui faisait venir, clame que les forces là sont, comment il a dit, en cohabitation avec les rebelles. C'est ça qui est le problème. Donc je me dis qu'en ce moment, il y avait urgence pour qu'on puisse trouver, pour qu'il y ait une force pour pouvoir s'interposer, pour qu'on cesse de tuer la population comme M. Johnson vient de le dire. Mais le président Tshisekedi s'est rendu compte qu'en réalité, si c'est qu'il avait pu avoir de temps pour discuter en amont, très bien avec les dirigeants de ces forces, avant de les faire venir, ben, il aurait pu avoir une feuille de route plus claire sur la nature de ce que les gens là viendront faire sur le terrain. Donc aujourd'hui, il n'aura que de ses yeux pour plaire, parce que quand il est en train de dire que les forces là, ils ne trouvent pas efficace, ils ne trouvent plus efficace les actions de cette force qui est sur le terrain depuis, ça veut dire que Tshisekedi remet en cause lui-même son intention d'être pour
cette force-là, de les faire venir et aujourd'hui d'être contre. Donc il a voulu quelque chose et son contraire. Donc moi, je ne saurais dire ni saurais analyser ce que Tshisekedi pense avant de prononcer ce mot d'inefficacité à l'encontre de la force. Il faut juste ajouter que c'est au cours d'un sommet de la SADC. Oui, bien sûr. On reviendra tout à l'heure sur l'aspect SADC, mais je vous pose également la même question, Jean, comme Italaké. Normalement, le dispositif, le mandat, tout devrait être discuté avant l'arrivée des forces. C'est vrai, les forces ne sont pas arrivées au même moment. Il y a le Kenya qui a commencé, d'autres pays qui se sont ajoutés. Pourquoi c'est aujourd'hui que Félix Tshisekedi reconnaît que c'est juste une force d'interposition et qu'il y a une certaine cohabitation entre cette force-là et les rebelles? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il ouvre les yeux, peut-être? Oui, il a parfaitement raison. Moi, je lui donne raison en ce sens que, vous savez, lorsque votre maison brûle, vous ne vous souciez plus de l'eau qu'on doit utiliser pour l'éteindre, si on le dit en termes africains. Alors, lorsque vous faites face à une situation qui menace la paix dans votre pays, dans une partie de votre pays, et qu'au même moment, il y a quand même une force, pas n'importe laquelle, une force militaire qui est proposée par donc une organisation sous-régionale qui devrait donc venir en aide à votre pays. Moi, je pense que, en toute sincérité, il faudrait à bras ouverts ne pas trop chercher à comprendre comment ça va se fonctionner. Maintenant, c'est le terrain maintenant qui va guider les personnes qui sont déployées sur le terrain. Alors, malheureusement, Tshisekedi se rend compte que ces personnes déployées ou cette force déployée n'a pas quand même ne fait pas le boulot qu'il devrait faire, c'est-à-dire assurer la paix d'une manière durable et faire en sorte que les morts et tout puissent vraiment cesser. Mais pire encore, il les accuse aussi de cohabiter avec ceux pour qui ils sont allés pour combattre. Vous comprendrez simplement qu'il y a quand même une certaine confusion et les services de renseignement du pays de Tshisekedi ici, si ces services sont fournis de vrais renseignements au président de la République, il a forcément raison de pouvoir donc tordre donc le cou, sinon couper toute relation qui devrait donc exister entre ces deux pays. Parce que ce pourquoi ils sont recrutés sur le terrain, ils ne jouent plus leur rôle. Donc il faut forcément... Est-ce que c'est arrivé sur le terrain qu'ils ne jouent plus leur rôle, ou bien c'est depuis le départ qu'on n'a pas bien précisé qu'ils viennent combattre au lieu d'être une force d'interposition? Non, moi je pense que c'est forcément sur le terrain, parce que même s'ils sont une force d'interposition, ils n'ont pas quand même cette puissance de collaborer de collaborer avec ces gens-là. Ils devraient surveiller le retrait du M23 selon les accords. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, il ne devait pas en réalité dire que je coopère avec ces rebelles d'une manière directe et que constatée par donc, tout citoyen. Moi, je pense que c'est très important de le mentionner. Et que si aujourd'hui le Congo, l'Est du Congo est encore sous le choc, et malgré en tout cas le déploiement de cette force-là, moi je pense qu'ils n'ont pas encore ils n'ont pas atteint leur objectif. Et donc, quitte au président de la République de voir est-ce qu'il faut leur accorder le crédit de conscience. Moi, j'aimerais ajouter quelque chose. Vous savez, la question que vous avez posée à Joie, de savoir si c'est soit en amont ou bien c'est sur le terrain. Bon, vous savez, moi, je dirais les deux. Parce que en amont aussi, l'accord était bien ficelé. Et que je sais que quand j'arrive ici, c'est ce que je dois faire. Et que sur le terrain, je n'arrive pas à le faire. C'est en ce moment, on peut me juger soit d'inefficace ou de tous les mots. Maintenant, si rien n'a été concrètement décidé sur le terrain, on dit de venir maintenant comme en tant que force d'interposition, permettre à ce que le M23 ou bien les rebelles qui étaient là puissent partir et garantir la sécurité de la population qui était plus de paix. Bon, si c'était comme ça, là, Tshisekedi avait raison. Maintenant, si ce n'était pas le cas, ben, c'est à lui seul de savoir ce qu'il a vu, ou bien son service de renseignement. Et ce que les services de renseignement lui ont dit, et à base duquel il est en train de prononcer aujourd'hui l'inefficacité de cette... Personne sur ce plateau, je ne crois pas que quelqu'un soit dans les pensées de Tshisekedi. Quelqu'un aurait été sur le terrain, voir ce qui se passe, et pour pousser Tshisekedi, entre-temps, en donnant crédit à cette force, et aujourd'hui, en les discréditant. Donc, moi, je dis que à cette question, c'est les deux. Soit en amont, les choses n'ont pas été bien définies. Parce que j'avais dit quoi? J'avais dit que lorsque ta maison brûle,
et Joël avait dit, tu n'as plus besoin de savoir quel type d'eau on va utiliser pour éteindre le feu. C'est ça qui a fait que dans la il faut veiller que ce soit vraiment de l'eau, parce que là, finalement, on a l'impression que c'est de l'essence qu'on a ramené pour éteindre le feu. Ce qui a été dangereux, c'était la fosse là, était arrivée suite à un sommet, comme l'appelle-t-on, monsieur Johnson l'avait dit. Ça veut dire que c'était lors d'un sommet où les gens, pas les moindres, ont proposé que ces forces-là arrivent pour le maintien de la paix. C'est ça, non? Donc aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, en amont là, on n'a pas pu définir les choses là. Maintenant, dans l'armée, c'est le terrain qui guide. Maintenant, les gens sont arrivés. Ce qu'ils ont rencontré et ce qu'ils voient sur le terrain, mais je ne sais pas, comme ce n'est pas inscrit dans leur feuille de route, ils ne le feront pas. Aujourd'hui, c'est ce qui dit, donc je peux tourner autour des mots, mais la faute provenait, selon moi, de ceux qui avaient proposé, ceux qui avaient participé à l'accord là, du fait qu'ils n'avaient pas ce que dit. Voilà, merci beaucoup. Ma question, cette déclaration a été faite au Botswana et au lendemain d'un sommet de la SADC aussi qui propose d'envoyer une force qui sera plus offensive que la force de l'EAC. N'est-ce pas parce que Tshisekedi a trouvé une alternative à la force de l'EAC qu'il fustige aujourd'hui la force de l'EAC? Parce que, comme je le disais, quelqu'un qui avait accepté que cette force vienne s'installer sur son territoire depuis des mois et dont la mission finit normalement en juin, ce n'est quand même qu'il se rend compte que cette force ne joue pas son rôle, ça laisse quand même à poser des questions. Non, mais c'est tout à fait normal. Il faut jauger les gens par rapport à ce qu'ils ont fait. Il a eu du temps, quand même 5 à 6 mois, c'est beaucoup, pour voir à peu près ce que ces forces-là ont fait sur le terrain. En réalité, l'objectif de Tshisekedi, c'est de faire reculer le M23, procéder à son désarmement et après peut-être réintégrer ces rebelles-là dans l'armée congolaise. Mais après tout ce temps, on a constaté qu'il y a encore plus de tueries, il y a encore plus de violence et que les forces de l'EAC sont toujours là et que finalement il n'y a pas eu de progrès sur le terrain. Et donc Tshisekedi est en droit de dire clairement que ces forces-là sont inefficaces. Pensez-vous que s'il n'y avait pas la force que propose la SADC, il pourrait dire ça? Maintenant, ce qu'on lui propose peut être une alternative, parce que quand vous allez à ce sommet, ce n'est pas devant les caméras que vous venez discuter avec vos collègues. C'est-à-dire qu'ils ont eu à échanger, il a déjà présenté la situation, et donc on a dit, ok, si c'en est ainsi, il faudrait que maintenant la SADC te propose une alternative. Et je crois qu'ils sont dans cette logique-là pour que les forces de... Vous imaginez les Sud-Soudanais qui sont sur le terrain, alors que même ils ne sont pas encore stables. Et il y a le Burundi, il y a des soucis politiques, etc. Même le Kenya. C'est-à-dire que vous regardez tout ce beau monde-là qui constitue cette force d'interposition, et finalement je dis, on ne peut pas bien régler ce problème-là si, comme vous le dites aussi en amont, il n'y a pas eu clairement une feuille de route qui permette sur laquelle les gens doivent marcher pour pouvoir bien fonctionner. Donc clairement, pour vous, la SADC n'a rien à voir? La SADC doit proposer autre chose que ce qui se fait aujourd'hui. Il faudrait aussi étudier quand même un peu l'histoire de ce qui doit arriver sur le terrain. Parce que vous savez, la RDC est un pays, comme on le dit souvent, très riche en minerais. Et vous savez, quand les gens arrivent en RDC, la première chose qui les intéresse, ce sont les minerais. Il ne faut pas l'oublier. Des gens vont venir
les gens vont accepter venir. On va les payer sur quoi? Quels sont les rapports et commerciaux qu'il y a entre la RDC et ces pays-là pour que ces pays-là décident d'envoyer des militaires qui doivent être payés, qui doivent être nourris, qui doivent être entretenus sur le terrain. Alors, il faut aussi regarder ce côté-là et étudier bien la force qui doit venir. Est-ce que réellement ces forces-là pourront faire face? Parce qu'il y a eu déjà la force onusienne qui a été accusée depuis fort longtemps d'être un peu laxiste sur le bord vis-à-vis de ces rebelles-là, de l'ADC, du Codeco, du M23. Et donc, il faut voir si réellement les gens viendront. Lorsque, vous savez, le M23, on parle de groupes rebelles. Donc, lorsque ces groupes-là sont attaqués, ils ripostent. C'est-à-dire, on ne va pas faire de distinction entre l'armée congolaise et une force étrangère. Donc, vous savez, il faut être aguerri pour affronter ces rebelles-là sans foi ni loi. Joachim Italake, pensez-vous comme Eric Johnson que peut-être a priori la Codeco n'a rien à voir avec cette manière, ou bien ce nouveau regard qu'on jette sur l'efficacité ou non de la force de l'EAC? Oui, absolument, parce qu'il n'y a pas que la force de l'EAC qui est opérationnelle. Nous avons sur la MONUSCO, la mission de l'Organisation des Nations Unies qui est opérationnelle, si je ne me trompe pas. Et donc, pour moi, c'est une réalité constatée. Si, en fait, cette force de l'EAC était qu'une force d'interposition, c'est qu'elle devrait jouer le rôle d'empêcher carrément que les deux forces se battent, ou encore qu'il y ait de l'évolution en termes de combat. Mais quel est le constat? C'est amer. C'est que les choses continuent comme si c'était, comme si de rien n'était. Est-ce que la SADC pourra proposer mieux? Je pense oui. Elle se servira quand même de la déclaration. Peut-être c'est une alerte aussi que l'expérience a lancé à l'endroit donc de cette force-là qui est en train d'être proposée de venir en aide pour la paix. Et donc pour moi, cette force-là va tirer de l'expérience, comme l'a dit M. Eric, elle va tirer l'expérience de ce que la force de l'EAC a fait, et afin de pouvoir donc proposer des choses plus concrètes en termes de combat, ou en termes de proposition, en termes de réconciliation, en termes de force probante pour combattre donc l'ennemi commun connu de tous. Pour vous, quelle serait l'action efficace? Une force d'interposition ou une force qui mène des actions offensives? Moi, je prône plutôt la force d'interposition réelle. Pourquoi? Parce que la force d'interposition, elle prône plutôt le non-combat entre les deux forces, entre les deux groupes armés ou les deux armées. Ouais. Alors là, cette force d'interposition, elle est la meilleure, parce que il y aura moins de pertes de vie en vie humaine, moins de pertes de matériel et tout. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que se combattre, c'est la meilleure. Mais la meilleure façon, c'est de s'empêcher de combattre et surtout de tenir la main pour trouver une solution idoine. Merci beaucoup. Nous marquons la pause, puis on revient pour la suite, après le journal.